Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, ça y est, on y est, les finales NBA, ce qu'on attend depuis le début de la saison. Alors d'un côté, il y a une équipe à laquelle on s'attendait un petit peu, on était nombreux à avoir pronostiqué que le Oklahoma City Thunder pourrait se hisser jusqu'en finale NBA. Par contre, de l'autre côté, la grosse surprise, les Indiana Pacers qui ont réussi à montrer pendant tous ces playoffs qu'ils méritaient leur place. Et pour essayer de faire une petite preview, parler un petit peu de nos attentes pour cette finale NBA, je suis rejoint bien entendu par Antoine Pimel, mais aussi avec grand plaisir par Frédéric Young, que vous connaissez maintenant par cœur. Voilà, l'un des meilleurs analystes, je pense, auxquels on puisse faire appel pour nos podcasts. Comment ça va, Fred ? Ça va. Ouais, merci pour cette intro. Hein. Les vrais savent, comme on disait dans les débuts de Rivers, dont on vous reparlera bientôt. Donc non, on est ravis de t'avoir avec nous, Fred, pour que tu nous donnes ton point de vue d'observateur, bien sûr, mais aussi de coach sur cette grande confrontation. Alors j'ai dit un petit peu en préambule qu'on ne s'attendait pas forcément à voir cette affiche en finale. Avant qu'on parle de la surprise, je revérifie un petit peu nos pronostics d'avant-saison sur Basket Session. On était quand même nombreux à avoir vu le Thunder. Fred, est-ce que toi aussi, tu t'imaginais que cette équipe du Thunder, aussi jeune soit-elle, elle pourrait aller jusqu'à ce stade ? Bah, tout à fait. Enfin, moi, ce qu'elle avait montré déjà sur la saison passée, montrer qu'elle avait le potentiel, les capacités. Après, on surjoue parfois le côté expérience. Je pense que c'est une équipe qui, malgré sa jeunesse, a de l'expérience. Il y a Shai Gilgeous-Alexander qui a joué des compétitions avec le Canada récemment, avec un très haut niveau de compétition. Et c'est une équipe qui est bien construite. Donc, en fait, on a ces joueurs d'expérience. Il y a Caruso qui est venu, qui lui a l'expérience des finales NBA. Donc, non, c'est la meilleure équipe en fait qui s'est retrouvée là où elle devait être. Et ça n'a pas été facile. Vous l'avez souligné, la série contre les Nuggets, bah, ça a été un tournant, je pense. Et ça s'est vu lors des finales de conférence. Donc là, clairement, c'est une équipe qui est armée pour le titre, qui a tout pour gagner le titre. Mais maintenant, une finale, bah, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Et le facteur adresse va être très important parce que c'est peut-être là où le bas blesse pour OKC dans ses playoffs. Ouais. Antoine, il me semble que toi aussi, tu avais vu je sais plus si tu avais vu le Thunder ou les Nuggets en finale de. Non, j'avais mis les Nuggets en début de saison. Alors ça remonte maintenant, le début de saison, c'était en octobre. J'étais un poil plus sceptique pendant la saison, mais pas du scepticisme. C'est pas le même scepticisme que je pouvais avoir par rapport à d'autres équipes où je me disais vraiment non, cette équipe peut pas parce qu'il y a telle lacune. Pour le Thunder, c'était pas vraiment au final une faiblesse, c'était plus. Bah, je sais qu'il y a la capacité je me doute qu'il y a la capacité, parce qu'évidemment, c'est pas je sais, c'est je me doute qu'il y a la capacité à passer le cap, mais je veux le voir, en fait. Je veux le voir, et c'est exactement ce qu'on a vu dans la série contre Denver, justement. Je pense qu'il y a eu quelques matchs clés dans la série contre Denver, et c'était ça où moi, j'étais encore un petit peu... je vais reprendre le mot sceptique, il est peut-être un peu fort sceptique, mais c'était un peu en mode voyons ce qui se passe quand OKC est dans l'adversité face à certains adversaires. Et notamment Denver, c'était vraiment Denver pour moi qui était le morceau à avaler en fait pour le Thunder. Et une fois qu'ils ont avalé ça, tu te dis bah non, c'est bon, c'est qu'il y a forcément, s'ils ont réussi à battre cette équipe, c'est qu'effectivement ils ont répondu aux dernières attentes et qu'il y a tout pour aller au titre. Mais oui, évidemment, c'est une équipe qui a gagné 68 matchs cette saison, quoi. Tu t'es obligé de te dire. Tu es obligé de la prendre très au sérieux, même si c'est la saison régulière. Tu dis non, c'est pas un hasard quand tu gagnes autant de matchs. C'est vrai que c'est intéressant. Pardon, vas-y, Fred. Juste en théorie, c'est une équipe qui a tout. C'est une bonne attaque, c'est une bonne défense. Donc, il y a aussi un côté logique à ce qu'on la retrouve là. La seule interrogation, c'était par rapport à ce qu'on n'avait pas vu de cette équipe. On ne sait jamais, en fait. Quand une équipe est performante, le révélateur, c'est les playoffs. On avait vu que l'année dernière, c'était passé à peu de choses. Quand même, une perte contre Dallas. Là, ça s'est joué à peu de choses aussi parce que en vrai, tu n'étais pas loin de ton pronostic, Antoine. Ça se joue à très peu de choses. Donc, au final, c'est une équipe qui a montré sur les moments importants qu'elle était présente et qu'elle avait des joueurs équipés en fait pour aller jusqu'au bout.
Ce qui est intéressant, parce que vous avez parlé tous les deux de l'expérience, c'est que effectivement, c'est une équipe qui est jeune. On a beaucoup parlé de la jeunesse de cet effectif, du manque relatif d'expérience au très haut niveau. Et après le très beau parcours de l'année dernière, pour une équipe habituellement avec ce profil-là, la logique c'est de se dire faut pas se précipiter trop, faut prendre les choses les unes après les autres. Enfin moi j'avais le sentiment que ça s'appliquait pas vraiment à cette équipe et qu'on sait à quel point les fenêtres d'opportunités sont courtes et qu'il fallait dès le début de la saison qu'ils considèrent qu'ils voulaient être contender et qu'ils voulaient viser le titre et jouer le titre. Et c'est une chose de le dire, et c'est une autre chose de pouvoir aussi assumer ce nouveau statut où tu n'es plus la surprise de la conférence de l'Ouest, tu n'es plus la petite surprise, entre guillemets, qui prend les équipes parce qu'elle ne te prenait pas au sérieux. Et moi, ce qui m'a impressionné finalement dans la régularité de la saison régulière et dans leur parcours en play-off, y compris la série face aux Nuggets, dans laquelle je vous rejoins tous les deux, je pense que c'est vraiment une série qui a fait grandir et passer un cap à cette équipe collectivement et individuellement. C'est qu'ils ont su assumer ce statut et ils ont eu à cœur même limite de le protéger, quoi. J'ai trouvé qu'ils se comportaient déjà comme une équipe qui veut pas simplement prouver qu'elle peut atteindre un niveau, mais une équipe qui veut prouver qu'elle a bien le niveau et qui veut défendre sa place. Et c'est ça que je trouve vraiment impressionnant finalement quand on parle du manque relatif d'expérience, parce qu'encore une fois, tu as raison, tu as souligné, Fred, les parcours de Shai Gilgeous-Alexander en équipe nationale du Canada. C'est aussi un joueur qui, au bout du compte, est même s'il est jeune encore, c'est un jeune vétéran, mais qui a vécu pas mal de scénarios différents. Tu as des joueurs comme Caruso, comme tu l'as dit, qui est champion NBA. Tu as un mec comme Hartenstein qui a vu plein de choses aussi, y compris en Europe. C'est aussi un mec qui a une grosse expérience de matchs et de championnats dans lesquels chaque match est un match coup près. Il y a des joueurs expérimentés. Quand on parle de la jeunesse, c'est surtout, je pense qu'on pense à Williams, à Chet Holmgren et à d'autres joueurs du roster, mais c'est pas une équipe qui est totalement inexpérimentée pour autant. Et c'était, en tant que moi, simplement fan de basket, parce que je suis pas particulièrement fan du Thunder, je suis fan du jeu enfin, j'adore le jeu qu'ils ont développé. C'est assez cool en fait de voir un groupe comme ça qui ils découvrent pas simplement leur talent, leur pouvoir, entre guillemets, pour prendre une métaphore un peu sur les films de super-héros, mais qu'assume son statut et qui arrive à s'en servir de la meilleure manière. Donc ouais, je trouve que c'est d'un côté, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant qu'on retrouve le Thunder, et en même temps, c'est quand même remarquable, finalement, que cette équipe se soit pas écroulée, y compris dans la série face aux Nuggets. Juste pour le côté... viser le titre dès cette année. C'est vrai qu'au final, contre Dallas, ça aurait pu pencher en leur faveur aussi, en fait, sur la saison précédente. Et ça aurait, je pense, été un mauvais calcul de se dire on a le temps. De toute façon, c'est comme tu as dit, les fenêtres, elles peuvent se refermer plus tôt que d'habitude. Surtout que les trades de cet été n'étaient pas. Enfin, le recrutement de cet été, c'est-à-dire donner l'argent à Hartenstein ou sacrifier Giddey, qui lui, pour le coup, avait été un peu plus mis en retrait sur la série contre les Mavericks, avait pu montrer certaines limites, en tout cas dans la configuration du Thunder. Peut-être pas des limites individuelles en tant que joueur complètement, mais sur le fit et sur ce qui pouvait se passer en play-off quand il était là. Il n'y a pas eu de trop gros risques pris, et je pense que on voit à quel point ça a payé, on voit à quel point Caruso a été essentiel dans ce parcours, Hartenstein aussi évidemment. Après, c'est vrai, la maturité d'Holmgren dans certains matchs clés, celle de Williams, et j'ajouterais même Cason Wallace, qui est sophomore. Il a fallu que je revérifie. À un moment dans la série contre Denver, revérifier, il est sophomore, parce que quand même, franchement, c'est vrai que ça rejoint le côté remarquable dont tu parles. Si OKC gagne, ça serait logique, par exemple, à l'échelle de la saison, mais il n'y a jamais une équipe aussi jeune qui a gagné le titre, ça serait quand même une sacrée performance. Ouais. Après, malgré sa jeunesse, c'est quand même une équipe qui est mature dans son jeu. Déjà, vous l'avez souligné aussi l'année dernière, c'est une équipe qui perd très peu de ballons. Pour une équipe, c'est pas digne d'une équipe jeune. Une équipe jeune, d'habitude, ça perd énormément de ballons. Et OKC, c'est tout l'inverse. Et surtout, ils sont matures dans ce qu'ils veulent faire. Les schémas défensifs, c'est un peu le socle. Parce que finalement, en attaque, ils passent un peu à côté. Si on regarde bien les playoffs, si on regarde l'adresse globale, il y a quand même pas mal de joueurs. Jalen Williams qui est passé à de nombreuses reprises à côté au niveau de l'adresse. Et finalement, il y a quand même cette maturité autour de la défense, autour du schéma de jeu. Finalement, le fait de créer énormément de pertes de balles,
ça leur a permis justement de gagner des matchs qui étaient mal embarqués. J'ai cette stat, je ne sais pas si vous l'avez sorti, lors du match 4 contre Minnesota. C'est la première équipe en play-off à avoir gagné un match en étant en dessous au niveau des rebonds, des passes décisives, de la réussite, de la provocation des lancers francs, avec aussi en dessous au niveau de la réussite au tir et réussite à 3 points, réussite au lancer franc. Et c'était la première fois en fait qu'une équipe réussissait à gagner un match malgré ces facteurs-là, tout simplement en fait parce que OKC, malgré ça, avait tiré 11 fois de plus que Minnesota. Et ça, c'est dû à la création des pertes de balles. Et ça, quelque part, ça prouve une certaine maturité aussi dans une structure de jeu, des principes de jeu. Et ça en fait une équipe jeune, mais qui ne ressemble à aucune autre équipe jeune qu'on a pu voir en NBA, et même j'étends même au basket européen. Hein. C'est très rare de voir une équipe aussi mature, en fait. Non, ouais, t'as tout à fait raison. Et en fait, les éléments que tu pointes du doigt, on pourrait y revenir quand on parlera de leur confrontation à venir avec les Pacers, mais c'est aussi un côté un petit peu de philosophie, j'ai envie de dire, d'équipe. Si tu sais si tu as une défense qui est exceptionnelle, et c'est le cas dans le cas des Thunder, elle est quasiment historique, et que tu perds pas de ballon, en fait, c'est-à-dire que tu as un socle en dessous duquel tu sais que tu vas pas pouvoir descendre et que finalement tu vas pouvoir encaisser des régulations il y a un match où tu vas être euphorique à 3 points, puis il y en a 3 de suite où tu vas pas mettre dedans, ils sont plutôt maladroits par exemple à 3 points sur l'ensemble de ces playoffs, et en fait ça te donne une sécurité qui est énorme en fait par rapport à une équipe qui aurait le même niveau potentiel offensif, mais une défense qui est simplement correcte et qui perd un nombre de ballons dans la moyenne, en fait. À ce niveau, en fait, ça fait une différence qui est monstrueuse. Dans la maturité défensive, ce que disait Fred, il y a le fait que sur les rotations, ils sont quand même tous coordonnés. Il y a très peu d'erreurs de rotation, de communication. C'est impressionnant, ça aussi, pour une équipe jeune. Ça rejoint parce que dans les caractéristiques des équipes jeunes, il y a perte de balles d'un côté et de l'autre, en défense, généralement, tu peux dire que ça se disperse, que ça s'oublie. Et non, là, tu vois des mecs de 22, 23 ans, ils sont tous rigoureux au possible. Et ça, c'est aussi particulièrement impressionnant pour OKC. Ouais. En même temps, c'est vrai que la défense, bon là encore on est sur les philosophies basket, mais tu vas peut-être pouvoir en dire 2 mots, Fred. C'est aussi avec des équipes, notamment des équipes de jeunes, voire de très jeunes. C'est un élément en fait sur lequel tu peux vraiment vite t'appuyer si tu sais faire en sorte que les jeunes accrochent. En fait, s'ils accrochent, s'ils comprennent l'intérêt que ça a de communiquer et qu'on va se couvrir les arrières les uns des autres, c'est aussi un vecteur de cohésion d'équipe qui est assez incroyable. Je sais pas ce que tu en penses, Fred. Bah ouais, tout à fait. Surtout qu'il y a une carotte derrière, c'est que en créant des pertes de balles, bah, ça va booster l'attaque. Donc c'est aussi une manière de tricher quand on est coach pour motiver ses joueurs à bien défendre. Mais ce qui est incroyable avec cette équipe, c'est la verticalité en fait, parce que souvent quand on parle de défense, pas la verticalité justement, l'horizontalité de la défense, parce que souvent quand le basket, le panier est en hauteur. Et là, OKC est incroyable dans les rotations et surtout sur le côté horizontal, en fait. En termes de rotation, c'est très, très difficile de créer un avantage contre cette équipe. On a vu à quel point même les Nuggets avec Jokic ont galéré parce que justement, il y avait ce côté physique aussi. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir ça chez des jeunes. Et c'est là le génie aussi de Marc Daigneault et aussi du coaching staff et même du front office d'avoir cibler les bons joueurs aussi à la draft, parce qu'on en parle, enfin vous en avez parlé beaucoup jusque-là, mais c'est aussi une équipe qui a été construite grâce à la draft aussi, et savoir ajouter de ces petites pièces, ces joueurs, ces role players qui finalement sur un match, une série, vont pouvoir faire basculer une rencontre. C'est une équipe qui a une grande profondeur de banc, mais avec beaucoup de petits contrats. Donc ça, c'est assez remarquable à tous les niveaux, en fait. C'est une équipe, je pense, exceptionnelle, on peut le dire. Tu as raison sur la construction d'équipe, parce qu'une des grandes forces du Thunder, je trouve, c'est que finalement, alors bien sûr, il y a des joueurs qui sont plus ou moins forts dans un secteur ou un autre, mais t'as pas de joueurs qui ne sont efficaces que d'un côté du terrain, en fait. C'est vraiment tous des two-way players. Et même un mec comme Hartenstein, moi, à chaque fois, quand je le vois faire son flotteur main gauche, là, j'hallucine, en fait. Bon, je sais qu'il est gaucher, mais le degré de difficulté de ce tir et son pourcentage de réussite sur ce tir, je le trouve dingue. Et ce qui fait qu'en fait, la défense du Thunder, il y a des tas de moments où tu te dis, le moins bon défenseur, c'est Shai Gilgeous-Alexander sur le terrain.
limite, c'est ton moins bon défenseur et c'est déjà un excellent défenseur. C'est un truc de malade. Et ça, c'est en comptant les rotations. Hein. Tu peux faire sortir les mecs du banc. Tu parlais de Cason Wallace. Antoine, alors je me mélange un petit peu dans les matchs, mais il y a un match de la finale de conférence où il rentre et c'est lui qui change complètement la donne, en fait. Il change le rythme tellement il est agressif. Et il y a une chose, moi, tu vois, que je trouve qui était hyper flagrante dans la série. Alors, pour le coup, de la conférence Est, mais quand je voyais la défense des Knicks, c'est que parfois... Ok, sur les écrans, on change, tu vois, mais il y a un moment où tu te demandes, mais pourquoi on change ? Est-ce qu'on change parce que c'est moins compliqué pour nous de changer ou est-ce qu'on change parce que ça nous donne un avantage et ça permet d'en retirer un de l'attaque ? Et quand je vois la manière agressive que le Thunder a de changer sur les écrans, ben oui, là, c'est à l'avantage de la défense, en fait, parce que c'est pas simplement tu changes, c'est t'enlèves l'avantage qu'il y a à avoir un pick and roll, et en plus, tu vas remettre une surdose de pression défensive sur le porteur de balle, et ça, c'est avec n'importe quel joueur qui sort du banc. Et tu parlais du trade de Josh Giddey pour Caruso, et effectivement, mais c'est ça aussi qui fait la différence entre une équipe qui va peut-être aller chercher son titre, en fait. C'est que Josh Giddey, que j'aime beaucoup, qui est un joueur ultra talentueux, qui a encore tout le temps de se perfectionner, mais c'était peut-être le seul joueur de cet effectif que tu pouvais pas faire jouer des deux côtés du terrain. Et c'est la différence entre sortir contre Dallas ou peut-être cette année aller jusqu'au titre. Surtout qu'il est à droit, Caruso, dans ouais. ses playoffs. C'est ça. Et limite, ce qui t'apporte en attaque, dans ce rôle-là, c'est du bonus, en fait. Tu vois, il met 2 tirs à 3 points. Caruso, il met 2 tirs à 3 points au moment où ça compte. Ça tue, en fait. Si t'es l'adversaire, ça va être les 2 tirs qui vont te tuer et peut-être qu'il va finir avec 6 points. Mais à côté de ça, t'as toute sa défense, son jeu de relance, les ballons qui sont juste touchés, les moments où il est venu, il a feinté une prise à 2, il est reparti, il a repris son joueur pilatant. Et ces choses-là, c'est vraiment à ce niveau de la compétition, c'est ce qui fait la différence. Avant qu'on parle du match-up entre ces deux équipes, je vous propose qu'on parle un petit peu quand même des Pacers, qui sont la grosse surprise, là, je pense, même si, à part pour Shai Mamou, à qui on passe le bonjour une fois encore, hein, qui doit avoir, je vous le disais hier, qui doit s'être fait tatouer Pacers in 6 à l'intérieur de l'avant-bras. Moi, j'avoue que j'étais pas sceptique sur ce qu'ils ont fait sur la deuxième partie de saison régulière. Je pensais que c'était sérieux, mais j'étais quand même mesuré sur la capacité qu'ils pouvaient avoir à faire ça pendant 3 séries de playoffs de suite pour aller se qualifier pour la finale. On en a parlé déjà un petit peu avec Antoine, mais toi Fred, comment t'as perçu ce parcours des Indiana Pacers ? J'ai été surpris, enfin, on va pas se mentir. Par contre, j'adore leur jeu. C'est vraiment ma philosophie offensive. La création d'avantages très rapides tôt dans la possession. On en avait parlé en off, mais ce côté tout-terrain, en fait, qui est l'avenir du basket, en fait. Considérer le jeu plus comme un jeu demi-terrain versus demi-terrain, mais qui commence en fait tout de suite en fait sur tout terrain parce que c'est là où il y a les espaces en fait quand une attaque se replace après un panier marqué, c'est là qu'il y a énormément d'espace à exploiter et Indiana le fait extrêmement bien et j'ai été surpris en fait de la manière dont les Pacers a complètement disséqué la défense des Cavs qui paraissait imprenable et en fait ce jeu en mouvement cette intelligence en fait, on parle d'intelligence de jeu, mais aussi de la rapidité. En fait, les Pacers sont vraiment rapides dans les prises de décision. On ne parle pas que de vitesse pure, on parle de vitesse de prise de décision. Et c'est là où un Haliburton est peut-être mésestimé aujourd'hui, c'est sur sa capacité en fait à aller hyper rapidement, en fait, à prendre des décisions vraiment hyper rapides. Et effectivement, enfin moi j'ai été surpris, surtout par la demi-finale contre les Cavs. Je m'attendais à ce que les Pacers sortent les Knicks parce que justement, vous en avez parlé, mais défensivement, il y a quand même des gros problèmes à New York à ce niveau-là. Et les Pacers, c'est une attaque qui raffole en fait de ces petits avantages qu'elle va sublimer. Donc, ce qui est très fort en fait chez les Pacers, il faut quand même noter une surchauffe au niveau de l'adresse parce que j'ai compté, il y a plus de 5 joueurs à plus de 40% à 3 points dans ces playoffs. C'est assez exceptionnel, hein. Sur plus de 2 tentatives. Je vais même faire... si vous voulez, ils ont tout. En global, je sais qu'en global, ils ont le meilleur pourcentage pour une équipe qui va aussi loin depuis les Cavs de 2017 où il y a LeBron, Kyrie, Kevin Love, Richard Jefferson, Channing Frye, etc. Pardon, vas-y Fred.
Ouais, ben, ils sont à 41,7% à 3 points sur ces playoffs. Et tu as Siakam qui est à 46%, Nembhard qui est à 48%, Turner qui est à 40%, Nesmith qui est à 50%, Shepard qui est à 42%, Jarrett Walker qui est à 40%. En fait, il n'y a que Haliburton qui est à 33%. Sinon, en fait, tout le monde surperforme à 3 points. Et ça joue énormément aussi. Ça reste un sport d'adresse. Et quand tu as une équipe qui convertit autant et qui punit autant en fait les aides défensives adverses, ça fait mouche. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la défense en fait des Pacers qui est de très haut niveau sur ces playoffs. Alors, bien sûr, c'est pas au niveau de OKC, mais c'est un très bon niveau, un niveau qui peut te permettre d'être champion vu comment tu es performant en attaque en fait. Et je trouve que justement la balance est bien équilibrée et même penche plutôt en faveur de l'attaque, mais sans que la défense soit handicapante, en fait. Donc, je trouve que c'est vraiment là où les Pacers m'ont impressionné, leur capacité à bien défendre, à très, très bien défendre même, durant ces playoffs. Moi, je reviens sur les pertes de balles, parce que tu vois, pour le Thunder, on a dit que c'est pas habituel pour une équipe aussi jeune de perdre si peu de ballons. Les Pacers aussi, ils perdent très 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 peu de ballons et c'est pas habituel non plus pour une équipe qui joue aussi vite, tu vois. Alors eux, ils n'ont pas forcément la jeunesse, c'est quand même une équipe plus expérimentée, mais généralement les équipes qui jouent vite, peut y avoir du déchet. Les Warriors ont un peu de déchets, alors ils jouent pas toujours vite, mais les Warriors ont tendance à avoir même beaucoup de déchets, tu vois. Les Pacers ont pas de déchets, quoi, ou très peu de déchets, ce qui est très fort pour une équipe qui vise constamment la transition et c'est comme tu l'as dit, je pense que ça met vachement en avant finalement les qualités d'Haliburton, à sa vision du jeu et sa vision du jeu précoce, quoi. Pas juste la même vision du jeu sur des attaques placées, mais dès le démarrage, dès le rebond, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ce que tu disais, Fred. On avait eu l'occasion de commencer à en parler un petit peu entre nous là sur cette question de le basket, ça se joue tout terrain. Et il faut arrêter de le segmenter par endroit parce qu'en fait on perd la globalité des choses. Et j'ai l'impression que les Pacers, il y a ça, il y a aussi sur le temps aussi, sur la gestion du temps, il y a aussi une gestion du temps qui est vraiment à part. Dans la finale de conf face aux Knicks, le nombre de fois où sur panier encaissé, il y a une passe de relance, lay-up à l'opposé. C'est-à-dire que tu tues le momentum de cette équipe de New York. On en a parlé à plusieurs reprises, mais qui était vraiment très poussive en attaque. Donc finalement, New York, j'exagère un petit peu, mais dans la difficulté marque, et 3 secondes après, même pas 3 secondes, littéralement, quoi, au chrono, après avoir marqué, l'avantage que tu viens de te créer a été effacé et il faut que tu retrouves le moyen de marquer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez phénoménal. Je pense que tu as raison de pointer du doigt Tyrese Haliburton. Je pense qu'il est vraiment dans cette catégorie de meneur et de créateur, de playmaker, qui a un temps d'avance et qui ne voit pas simplement l'aide venir, mais il lit la rotation qui suit derrière et il met la balle, qui arrive à prendre finalement la défense à contre-temps, alors que la défense est encore en train de réagir sur ce qui est en train de se produire. Et lui, il la met déjà à contre-temps, limite sur la rotation qui allait suivre. Et en ça, le parcours des Pacers, moi j'ai été très surpris quand même qu'ils aillent aussi loin. Ils ont prouvé que c'était pas les Hawks, entre guillemets, d'il y a quelques années, qui avaient fait une finale de conférence où c'est un feu de paille. L'an dernier, ils étaient déjà à ce stade-là et c'était pas un feu de paille. Et c'était quand même impressionnant, je trouve, quand tu as tout ça et qu'en plus tu rajoutes le cœur d'une équipe qui dit tant que le buzzer a pas sonné, on n'a pas perdu, parce qu'il y a des matchs qui sont allés chercher comme ça, ils sont allés en chercher un paquet, et là tu commences à toucher quelque chose d'exceptionnel, dans le sens où c'est très très rare d'avoir tous ces ingrédients qui sont réunis. Complètement. Vous parliez j'aimerais rajouter que Miles Turner, il joue aussi un rôle hyper important, et même les postes 5 en général. Thomas Bryant qui a mis 3 points lors du dernier match. Attends, une question, parce que je te redonne la parole. Est-ce que vous saviez que Thomas Bryant shootait à 3 points? Sincèrement, non. Particulièrement. J'avais aucune idée que c'était dans son package, quoi. Je me rappelais de lui aux Lakers qui avait voulu partir en disant je veux plus de temps de jeu, c'est tout, quoi. Après, on l'a vu sur le banc du 8, sur le banc des Pacers, je savais même pas que c'était dans son package. Vu au Wizards mettre quelques tirs à 3 points. C'était des sombres affrontements contre le Magic, donc on s'est dit que... C'était sur le dark web. Mais non, mais c'est vrai que c'est hallucinant de le voir en confiance aussi, parce que finalement, il a quand même joué pas mal de minutes contre les Knicks. Et sur le dernier match, le fait qu'un poste 5 tire aussi, ça met énormément de pression à la défense adverse, sur le côté tout-terrain aussi, parce que finalement, s'il y a un drive très tôt dans la possession,
si le grand vient aider, et derrière, il y a la sanction qui tombe. Donc, c'est très difficile. Derrière, est-ce qu'on sort sur le 5, on reste collé? Mais si on reste collé sur le 5, sur le drive, il n'y a plus personne en aide. Donc, c'est un casse-tête insoluble, en fait, pour les défenses. Et c'est pour ça que l'opposition de style va être très intéressante parce que, alors, les Pacers, ce n'est pas la meilleure attaque de NBA, mais sur ces playoffs, en tout cas, c'est la deuxième meilleure attaque des playoffs. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir à quel point OKC va être capable de matcher justement ce jeu tout-terrain, notamment en défense. Ouais, bah, complètement. Mais c'est intéressant que tu as parlé de Miles Turner. Il faut quand même il faut qu'on lui rende hommage quand même. C'est un mec qui est sur les tablettes des transferts depuis 5 ans au moins. Où on dit ils vont pas le garder, ils trouvent pas preneur, etc. Au bout du compte, on lui a tendu le micro à la fin, quand les Pacers ont été sacrés champions de la conférence Est. C'est le Pacers qui est en place depuis le plus longtemps et il est excellent sur ses playoffs, quoi. Il est excellent vraiment dans l'adresse, même défensivement, il apporte tout ce qu'il peut apporter. Et tu as raison de souligner l'apport des postes 5 d'Indiana sur ce run de playoff, parce qu'il a été, moi j'ai trouvé vraiment excellent, quoi. Il jouait avec Paul George. Hein. Je me demande même s'il ne faut pas une finale de conf avec Paul George, mais il jouait avec Paul George, quoi. Ça fait combien de temps le nombre d'années qu'il a passé dans la franchise, quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est la finale Paul George. Hein. C'est 2 équipes qui se sont construites en ayant tradé Paul George. Donc voilà, c'est lui, c'est un petit peu le Jerry West de cette finale NBA, quoi. Là, on parlait des contrats, juste très bref aparté, mais c'est la première fois que c'est une finale entre 2 équipes qui ne payent pas la taxe, quoi. C'est une finale qui peut être très intéressante niveau basket et sur la suite qu'elle peut donner à la ligue. Tu vois, tu parlais d'Indiana, le fait de pas chercher à ralentir nécessairement le jeu, à mettre du rythme. Les playoffs, on a tendance à dire c'est du jeu sur demi-terrain, c'est fermé. C'est aussi une des raisons pour laquelle on pouvait d'ailleurs penser que les Pacers n'avaient pas gagné 3 séries. C'est de se dire non, mais il faut tu vois, moi par exemple typiquement c'est ce que j'aurais dit bêtement, j'aurais dit non, mais il faut quand même un mec à un moment qui est capable de faire aussi la différence seul, parce qu'il va y avoir une défense un peu plus moins d'espace, etc. Et non, en fait eux ils jouent comme ils l'ont fait entre guillemets en saison régulière. Alors entre guillemets, il faut mettre des gros guillemets, mais c'est dans le sens où non, mais un match en fait c'est pas grave s'il y a certaines possessions qui passent à côté parce qu'on a joué vite. On n'est pas obligé de ralentir le jeu, on n'est pas obligé de toujours passer la balle à notre meilleur joueur. Et ça peut être, si ça c'est repris derrière, ça peut être intéressant pour la NBA, de la même manière que dans un tout autre style, je ne sais plus qui, je crois que c'est Jeff Teague, alors dans son langage à lui, qui disait Shai Gilgeous-Alexander en train de sauver la ligue, dans le sens où il montre que tu peux être fort à mi-distance. Je pense que mi-distance, ça a toujours été important en play-off, en réalité, même encore ces dernières années. Mais c'est vrai qu'aussi, ça aussi, c'est intéressant. Souvent, une superstar, on a tendance parfois à limiter en mode mais s'il n'y a pas l'adresse à 3 points, mais si tu es aussi efficace que Shai dans tous les autres secteurs du jeu, alors c'est un grand si. Mais tu vois, il y a des tendances qui peuvent peut-être pas changer la ligue, mais au moins ouvrir l'état d'esprit et de se dire non, mais ok, on n'est pas toujours obligé de rentrer dans ce moule dans lequel on veut nous coller depuis 5-6 ans. Il y a d'autres façons de faire, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi et tu soulignes 2 trucs super intéressants, Antoine. Le premier, c'est sur en play-off, on peut plus jouer. Le rythme se ralentit et c'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises en regardant des matchs de la conférence Ouest. La question, c'est il se ralentit parce que la défense t'oblige à ralentir, ou est-ce qu'il se ralentit parce que toi tu ralentis ton attaque? Et en fait, il y a tout un tas de situations. L'an dernier avec Dallas, on se disait mais dès qu'ils courent, ils sont injouables, Dallas. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de possessions où ils montent la balle en marchant? Et je me posais la même question parfois pour les Wolves, cette saison encore. Et je pense qu'effectivement, il y a une espèce de trope qui fait qu'on se dit, non, maintenant, chaque match compte. Parce que tu passes d'une saison de 82 matchs où finalement tu perds un match, c'est pas grave. Chaque possession. Chaque possession est absolument. Donc tu passes de la saison régulière où tu t'en fous en fait, jusqu'à la dernière semaine où tu dis putain, si on avait gagné contre les Bulls au mois de novembre, on serait pas dans cette situation-là, mais c'est trop tard. Au playoff où on te martèle, mais chaque possession, chaque match est important, etc. Et finalement, tu vois, t'en viens à te dire qu'il y a certaines équipes qui vont changer leur manière de jouer. Et c'est vraiment intéressant là-dessus, ce que vous dites tous les deux, là, sur le rythme que peuvent imposer le Thunder ou Indiana. Ça peut te pousser à réfléchir à la manière d'aborder ça. Et l'autre chose, c'est sur le tir à 3 points. Et je suis totalement d'accord. Parce qu'avec l'avènement des Warriors,
et des analytics, c'est bon, il faut des tirs à 3 points, plus on en prend, mieux c'est. Les Nuggets, de toute façon, ils prennent pas assez, c'est même pas, ils mettent pas assez de tirs à 3 points, c'est ils ne prennent pas assez de tirs à 3 points pour pouvoir vraiment aller le plus loin possible, etc. Au bout du compte, toutes les équipes, elles n'ont pas Stephen Curry et Klay Thompson. Il y a un moment, et notamment tes role-players, où tu sais que l'adresse, ça commence à baisser. Et si tu regardes finalement l'échec de Boston cette année et l'échec des Cavs, dans une moindre mesure, qui, au-delà des blessures, n'ont pas du tout eu le rendement à tir à 3 points qu'ils ont eu sur la saison régulière, tu te mets quand même dans des situations où tu te rappelles que le tir à 3 points, bah, c'est pas le plus facile en fait sur un terrain de basket. C'est pas celui qui a le plus haut rendement, quoi. Et même, il y a une possession dans la série face aux Knicks, là où il y a je sais plus si c'est le dernier match ou l'avant-dernier match, passe de relance et Miles McBride qui peut aller directement au cercle, il se décale pour prendre un tir à 3 points dans le corner, l'arbitre siffle, dit qu'il a marché sur la ligne. En fait, si tu re-regardes, c'est Stan Van Gundy qui a tiré l'attention là-dessus, et en fait, si tu re-regardes l'action, il aurait pu aller dans l'axe et mettre un lay-up, quoi. Et au bout du compte, un lay-up en contre-attaque, il y a toujours le pourcentage de réussite sur ce tir-là est toujours plus élevé que celui du tir à 3 points. Et en fait, on a tellement été déformé quelque part par l'omniprésence du tir à 3 points que c'est pas impossible qu'il y ait quand même je vais pas dire un retour en arrière, on va pas revenir en arrière, mais un rééquilibrage en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu une donnée qui est toujours comme ça dans le jeu. Quand on commence à s'inquiéter de quelque chose, le jeu se rééquilibre quand même d'une manière ou d'une autre. Après, bon, pour McBride, il avait mis le tir. En plus, il l'a mis en plus. Non, mais au-delà de ça, je pense que de toute façon, le tir à 3 points, tout le monde a commencé à copier cette stratégie, entre guillemets, et quand tout le monde le fait, tu perds l'avantage qu'il y avait de base. Donc, je pense que plus que le tir à 3 points, c'est le tir à plus haut pourcentage que les équipes recherchent. Le meilleur tir, en fait, sur une possession. Parfois, ça va être un tir à 3 points. Parfois, ça va être un tir à 2 points. Je pense que les calculs se font... Il y a moins le côté Daryl Morey, j'ai l'impression, du tir à 3 points. Bien sûr, certaines équipes, comme Boston, misent énormément là-dessus, mais j'ai envie de dire que c'est quasiment la seule, en fait, qui est vraiment pragmatique à ce point sur le tir à 3 points. Je pense que voilà, ça s'est équilibré, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante du jeu. Enfin, moi, ça m'a jamais dérangé, en fait, de voir autant de tirs à 3 points. La seule chose, c'est est-ce que c'est un bon tir? Est-ce qu'il y avait un meilleur tir ou non? C'est toujours la question à se poser, et c'est aussi l'objet des critiques qui concernent Boston. C'est ça, c'est parfois, oui... Il y avait d'autres tirs à prendre. Il y a plein de fois où contre New York, les Celtics continuent à prendre des tirs à 3 points alors que l'accès au cercle était disponible. C'est dans ces situations-là où on peut se poser des questions. Mais après, chaque équipe a sa vision. Chaque entraîneur a sa propre vision. Et parfois, les statistiques, ça peut aider. Ça peut donner un avantage concurrentiel. Là, pour le coup, je pense que les Pacers, ils sont dans un équilibre où, en fait, ils prennent toujours le meilleur tir. Que ce soit à 3 points, à 2 points. Je pense qu'il y a même pas ce calcul, en fait. Il y a juste... c'est des principes de positionnement. Je pense que pour les Knicks, c'est un peu pareil. De base, sur la transition, il y a des principes de positionnement. Derrière, est-ce que tu attaques l'espace ou non? Ça, après, c'est les joueurs qui prennent les décisions. Mais je pense que de toute façon, moi, je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Antoine, c'est que ce que font les deux équipes vont forcément inspirer le reste de la Ligue. Parce qu'on a finalement deux équipes qui sont construites autour d'un collectif. Enfin, même s'il y a bien sûr les MVP côté OKC, défensivement, on en a parlé, c'est du collectif. Les Pacers, on a parlé d'Haliburton, mais au final, c'est très collectif. C'est pas, en fait, c'est là où peut-être le grand public ne comprend pas Haliburton. C'est pas un mec qui donne l'impression de te faire mal en un contre un. Parce que il te fait rarement mal, alors qu'il est très bon. Et le truc, c'est qu'il te fait tellement mal ailleurs en lâchant le ballon hyper rapidement. C'est ça que le grand public ne comprend pas, et à quel point Haliburton, en fait, a une très grande valeur dans cette ligue. Et peut-être qu'il y aura de nouvelles superstars qui vont s'inspirer d'Haliburton. Et de ce côté, en fait, j'ai pas besoin d'avoir tout le temps le ballon en main. J'ai pas besoin de créer forcément sur du pick and roll pour être impactant et pour être l'un des meilleurs joueurs de la ligue, tout simplement. Parce que je pense que c'est ce qu'est Haliburton aujourd'hui. Pour moi, c'est un top 10 de la ligue. Ouais, ce qui est intéressant avec Haliburton et ce qui le différencie peut-être des autres meneurs, même des meneurs créateurs tels qu'on les voit actuellement, c'est ce dont tu parlais, Fred, c'est sur finalement le ratio nombre de dribbles dont il a besoin pour créer un décalage ou pour relâcher la balle, en fait. Et effectivement, tu disais, il n'est pas obligé de créer sur pick and roll. Il peut à la fois jouer sur pick and roll s'il le faut, il peut faire du drive and kick s'il le faut, mais il peut parfois simplement faire la passe de relais qui va accélérer et permettre à la défense de
continuer de déséquilibrer à l'attaque, de déséquilibrer la défense, pardon. D'ailleurs, petite subtilité tactique, ce que j'adore chez les Pacers, c'est justement le fait de jouer des Spanish pick and roll, mais sans le pick and roll. En fait, à Haliburton qui va donner la balle à Turner et il va aller la récupérer, mais derrière, il y a les mêmes automatismes que sur un Spanish pick and roll, c'est-à-dire que celui qui a fait le main à main, il va recevoir un écran. Et Indiana, en fait, il y a beaucoup de jeux comme ça. Et moi, je trouve ça hyper enrichissant. Et justement, bah oui, tu as ton meilleur joueur, mais il n'est pas obligé de porter tout le temps la balle, en fait. Il peut jouer en mouvement et c'est ce que j'adore chez les Pacers, en fait, ce jeu en mouvement constant, y compris chez le meilleur joueur. Ouais, les fans de Lonzo Ball se souviendront que c'est peut-être le joueur qui aurait pu devenir Lonzo un jour si ses genoux n'avaient pas lâché. Pardon, si j'y ai pensé. Non, mais tu as raison, juste pour effectivement, si vous nous écoutez, que vous n'êtes pas familier avec ce terme, mais Spanish pick and roll, c'est ce que disait Fred, c'est quand en fait il y a un pick and roll et que finalement le joueur qui est venu porter l'écran reçoit lui dans un deuxième temps un deuxième écran et voilà, ça vient de ça parce que ça a été longtemps une des bases finalement du jeu offensif de l'Espagne, de la Grande Roja. On peut peut-être parler, rentrer dans le vif du sujet, cette confrontation, ces finales NBA. OKC, premier de la saison régulière à l'ouest, les Pacers 4e de la saison régulière à l'est, donc un premier contre un 4e. J'ai l'impression que c'est deux équipes qui partagent beaucoup de similarités. Vous en avez évoqué plusieurs, le fait de reposer sur un collectif complet, le fait d'avoir une défense qui te permet de voler des ballons, le fait de perdre peu de ballons. Je vais peut-être te donner la parole en premier, Fred, quand les Pacers se sont qualifiés, donc on a connu l'affiche, quelles sont un petit peu les premières choses qui te sont passées en tête, tu vois, en te projetant vers cette finale, soit les avantages, désavantages, ou simplement le ressenti global autour de cette finale NBA? Moi, je pense que, comme je l'ai dit en introduction, c'est que l'adresse va jouer un rôle majeur. On sait que là où ça va être un peu différent, c'est que OKC aime bien miser sur les maillons faibles de l'équipe adverse. Mais sauf que là, en ce moment, les Pacers, c'est très difficile de trouver un joueur qui est maladroit. Donc ça, déjà, pour moi, il y a un premier enjeu par rapport à ça. Comment OKC va essayer de cibler les faiblesses d'Indiana, sachant qu'Indiana, comme je l'ai dit, joue énormément en mouvement et finalement, des bons tirs, les Pacers vont en trouver. Et c'est là où l'adresse à 3 points peut jouer un gros avantage, c'est que pour l'instant, OKC, c'est pas terrible à ce niveau-là. Est-ce que les Pacers, justement, vont cibler les mauvais joueurs, entre guillemets, les joueurs maladroits d'OKC? Déjà, il y a un premier truc à ce niveau-là. Et pour moi, la force principale quand même du Thunder, c'est de créer ces pertes de balles face à une équipe qui ne perd pas beaucoup de ballons. Est-ce que le Thunder va réussir à créer autant de pertes de balles? C'est un enjeu aussi majeur parce que ça fait partie justement de ces fameux jeux de possession dont raffole Marc Daigneault. C'est au final, grâce à ça, il tire plus que l'adversaire. Donc, est-ce qu'il va réussir à tirer plus que les Pacers? Ça, si tu ne crées pas de perte de balles, ça risque d'être compliqué parce que c'est deux mauvaises équipes au niveau des rebonds aussi. Ouais. Je pense que tu as mis le doigt sur les 2 points. Sur les 2 points les plus importants si tu veux croire à une victoire des Pacers. C'est que je pense que si tu veux croire à une victoire des Pacers, faut que ton attaque ne souffre pas trop face à la défense du Thunder. Autrement dit, que tu ne subisses pas trop la pression sur les porteurs de ballon et que tu ne perdes pas trop de ballons. Parce que sinon, si tu perds cette bataille contre OKC, c'est foutu. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et ouais, je pense que l'adresse extérieure, faut qu'il y ait un... Voilà, je ne veux pas être défaitiste pour Indiana parce que je pense qu'on peut avoir une belle finale. Pas forcément une finale. En fait, une finale peut être intéressante sans être ultra serrée. Quand je dis ultra serrée, c'est-à-dire que ça peut être une très belle finale en 5 matchs, peut-être en 6. Mais j'essaie de formuler, je réfléchis en même temps un peu à voix haute, mais l'adresse d'Indiana, si tu maintiens une telle adresse, par définition, tu as une chance. Je pense que si tu shootes à 41% à 3 points, normalement, tu peux battre quasiment n'importe quel adversaire. Mais ça va découler maintenant des pertes de balles. C'est que pour avoir cette adresse, tu parlais tout à l'heure, Fred, des profils du Thunder. Je pense, tu avais utilisé le mot horizontalité. Je trouve parfait. C'est ça, en fait. Ils réduisent les espaces. En fait, le Thunder, avec leurs joueurs, ils réduisent les espaces que ça a sur le terrain. Et par définition, si tu as moins d'espace, tu as moins de temps pour shooter. Si tu as moins de temps pour shooter, c'est un tir plus difficile. Si c'est un tir plus difficile, tu es moins adroit. Mais je pense que Indiana, pour avoir une chance d'être vraiment dans le coup dans ces finales, c'est d'avoir un pourcentage à 3 points
pas juste supérieur, mais je pense bien supérieur à celui du Thunder. Genre, faut être très adroit, il faut peut-être que le Thunder se plante à 3 points, ce qui est possible. Hein. On a bien vu que c'est une équipe qui manque d'adresse ces derniers temps. Et je rebondis juste sur ce que tu dis, parce que l'une des forces aussi des Pacers, c'est d'avoir Siakam au poste bas. Et là, justement, face à OKC, il aura du répondant en face. Bon, il avait du répondant en face aussi contre les Knicks. Hein. Il y avait Anunoby notamment sur lui. Mais là, on a de la longueur de bras avec Holmgren, avec Hartenstein. Donc ça va être intéressant. Tu as le côté plus physique avec Dort, avec Caruso. Donc ces points que grattait Indiana sur des possessions un peu plus stériles, bah, peut-être que Indiana, sur ce match-up-là, n'aura pas ces points-là. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est aussi intéressant à voir comment justement les Pacers vont s'ajuster à peut-être ces points en moins de Siakam au poste bas. Bah oui, je pense que tu mets... Enfin, encore une fois, hein, c'est exactement ça, Fred, entre ce que tu disais sur l'adresse globale, le fait de ne pas perdre les ballons et ces situations un petit peu où tu dois t'en remettre à du jeu en isolation. J'ai l'impression que Indiana est... Oh, le terme est fort, j'allais dire, est pas prêt au degré, à la différence de qualité défensive qu'ils vont affronter entre ceux qu'ils ont dû croiser jusqu'à présent en play-off et ce que c'est que vraiment le Thunder à ce moment-là de la saison, après avoir engranché toute cette expérience pendant les play-offs. C'est une différence de niveau qui est vraiment énorme en fait, notamment après, je veux dire, en plus les sortent d'une série face à New York avec une défense vraiment permissive, des erreurs absurdes, même des fois dès le début de match, une communication qui est catastrophique. Enfin vraiment, il y a des choses, tu te dis, c'est assez fou, même pour une équipe coachée par Thibodeau, tu dis, c'est pas possible à ce stade-là en fait d'en être là. Et dans le même temps, je reviens à ce que disait Anthony Edwards après la série face au Thunder. Il disait, j'avais l'impression d'être sur une équipe où c'est 15 joueurs qui sont sur une même ficelle. Comme voilà, ça, tu fais bouger la ficelle d'un côté, tu as tous les joueurs qui bougent en même temps. Et si vous regardez un petit peu des vidéos, des mix de séquences défensives du Thunder, c'est impressionnant. Tout à l'heure, j'en regardais une que je tombais sur une action, tu vois, et j'arrivais pas à savoir si c'était vraiment de l'indiv où il switchait surtout, ou si c'était une espèce de zone match-up, tellement toutes les transitions, il y avait pas un moment où il y avait, tu sais, une petite anicroche ou quoi que ce soit, tout se passait vraiment dans une espèce de continuum, comme si c'était la défense qui dictait ce qui se passait pour l'attaque, en fait. Et ça, je pense que j'ai envie de dire que le premier match, j'ai le sentiment que le premier match va peut-être être le match le plus important de cette série, et que si... c'est peut-être pas raisonné, peut-être que j'en fais trop, vous allez me dire, mais j'ai l'impression que la seule chance pour Indiana de pouvoir inquiéter cette équipe du Thunder, c'est d'arriver à prendre le premier match et à faire en sorte que le Thunder se pose des questions. Mais le premier match, j'ai peur, c'est pas que j'ai peur, mais je pense que l'adaptation, elle peut être violente pour Indiana, parce que tout va être beaucoup plus dur pour Haliburton que ça ne l'a été durant ces playoffs, à cause de la pression non-stop qu'ils vont se manger, le fait que le Thunder a beaucoup plus de défenseurs qui peuvent envoyer sur Haliburton et sur Siakam que toutes les autres équipes qu'ils ont affrontées jusqu'à présent. Comme tu disais sur Siakam, il peut avoir, si tu as Chet ou si tu as Hartenstein, il faut que tu gères, tu as une question de longueur à gérer. Si tu as Dort, c'est un mec qui va te pousser au niveau des appuis, qui va te mettre en déséquilibre au moment où tu prends ton petit turnaround, un shoot sur lequel Siakam est devenu impressionnant de régularité par ailleurs, à mi-distance, lui aussi il est devenu impressionnant. J'ai l'impression que tout va être beaucoup plus dur pour Indiana. Pour autant, et je vais vous laisser parler, je pense aussi que les Pacers en fait ont une spécificité qui fait que chaque équipe qui joue contre eux a besoin d'un petit temps d'adaptation pour comprendre ce que tu disais tout à l'heure, Fred, que c'est tout terrain, c'est tout le temps, tu peux être en plein milieu d'un run, mais ils vont quand même tenter la relance et pas demander le temps mort comme le font la plupart du temps. Regarde des matchs, panier rentre, tu sais que le coach va demander temps mort, tu le sais. Indiana, c'est pas toujours le cas. Des fois, ils prennent le temps mort, il y a un run, et ils vont quand même remarquer derrière, et le temps mort va venir à un autre endroit. Toutes ces choses qui peuvent perturber une équipe, ça aussi, OKC va devoir s'y habituer. J'en profite, j'enchaîne du coup sur un autre élément qui est intéressant, je trouve, c'est que tout à l'heure tu disais, Fred, qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs que tu peux cibler du côté des Pacers en défense, et j'ai l'impression que du côté du Thunder, il n'y en a quasiment pas, quoi. Et ça aussi, c'est compliqué parce que si ton jeu en mouvement ne fonctionne pas, il y a un moment, tu es obligé de peut-être te dire on va se reposer sur un peu d'isolation ou sur essayer de cibler un défenseur, et j'ai l'impression que le Thunder, c'est une des pires équipes contre qui faire ça.
Après, tu as Lou Dort qui est pas forcément respecté, hein, qui prend énormément de tirs, qui est pas forcément respecté. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu choisisses ton poison. Et je pense que c'est ce que va faire Indiana. De toute façon, tu peux pas laisser le centre à SGA. Tu sais très bien, enfin, toutes les équipes se sont adaptées à ça en apportant justement des aides très agressives. Moi, je pense que la clé aussi, ça va être là. Est-ce que OKC, dès les premiers matchs, va être capable de justement sanctionner, punir ces aides très agressives? Si c'est pas le cas, si le doute s'installe, en fait, ça va très vite, hein, parce qu'on parle d'adresse, mais c'est un facteur qui est variable, complètement variable, d'un match à l'autre, d'une série à l'autre. Donc, c'est dans ce jeu psychologique aussi. C'est là où on va voir justement ces deux jeunes équipes. Donc, il n'y a pas une équipe qui va avoir un avantage plus qu'une autre là-dessus. C'est une découverte pour les deux équipes. Donc, c'est ce qui va rendre, je pense, la série imparfaite. Et justement, ce côté imparfait va rendre cette série très intéressante, à mon sens. Enfin, en tout cas, j'espère. Et juste pour parler de défense, pour résumer, en fait, il y a 3 niveaux de défense. Tu as le premier rideau où OKC est très très fort avec des Lou Dort, avec des Caruso. C'est au niveau de la balle. Déjà, ne pas se faire éliminer sur drive. On parle aussi des écrans. Et derrière, tu as aussi, est-ce que tu as des aides très agressives qui arrivent? Tu as le deuxième niveau qui, on va dire, la protection. La protection, c'est le cercle. Est-ce que tu as des bons joueurs pour ça? OKC, ils ont Hartenstein, ils ont Holmgren, ils ont Jay Will qui est exceptionnel malgré son poste 2-3. Donc c'est là où OKC a un avantage, et tu as la rotation. Et là, OKC, c'est la meilleure. Le troisième niveau, c'est ça, c'est les rotations. Comment les rotations s'effectuent derrière. Et là, OKC, sur ça, est quasiment parfait. Donc, on peut se dire que défensivement, oui, OKC va peut-être souffrir face aux Pacers, mais elle a tout, en fait, cette équipe, pour moins souffrir que les autres. Et c'est là où l'ajustement pour Indiana va se faire, parce que l'ajustement, il va peut-être être défensif, justement, dans cette série. C'est d'être encore meilleur défensivement et du coup, prendre un plus gros risque, parce que Indiana, au niveau du premier rideau, c'est beaucoup moins fort qu'OKC. Au niveau de la protection, c'est aussi moins fort, malgré Turner. C'est quand même moins fort. Il y a Siakam aussi, mais c'est quand même moins fort. Et au niveau de la rotation, j'ai trouvé que sur ces playoffs, c'était bien, mais c'est quand même en dessous d'OKC. Donc, je pense qu'Indiana va devoir prendre un risque en défense, va devoir cibler. Pour moi, il n'y a pas le choix. Il va falloir vivre avec ça, comme ils disent aux États-Unis. L'expression, c'est on vit avec son choix. Et c'est là que ça peut être intéressant. Qui va être ce joueur ciblé? Lou Dort, pour moi, ça me paraît la cible parfaite, en fait. La cible parfaite. Vas-y, Fred, pardon, vas-y. Pardon. Non, vas-y, je t'écoute. Non, j'allais dire Holmgren aussi. Holmgren et Dort, en fait. On va avoir des tirs ouverts à 3 points. Je pense que c'est. Mais pardon, vas-y, je rebondis après, t'inquiète, excuse-moi. Ouais, non, mais justement, c'est ça. Pour moi, en tout cas, les Pacers vont devoir faire un choix. Voilà, on fait un choix. On vit avec ça. Ça passe ou ça casse. Donc, c'est là où OKC a un avantage. Parce qu'OKC n'a pas de choix à faire en défense. Ils sont tellement performants. Donc, pour moi, c'est aussi une des clés de la série. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Moi je pense tout à fait que Dort, de toute façon, à chaque série, on le voit, il a des tirs ouverts. Il a progressé à 3 points cette saison, ça se sent pas en playoff, il est à 30%. Je vois qu'Holmgren, je viens d'aller vérifier, Holmgren est aussi à 30%. Et d'ailleurs, Jay Will et Shea sont aussi maladroits, même s'ils prennent pas toujours le même type de registre de tir. Shea, il y a des tirs un peu plus difficiles. Mais Jay Will, il a aussi des spot-up et au final, il en a raté un paquet. Il a fini, par contre, depuis, je crois qu'il est à 50% sur la série contre Minnesota. Je pense qu'il est complètement décomplexé depuis la sortie de Denver. La diff, c'est que donc Dort, Holmgren, c'est 2 joueurs majeurs du Thunder. Mais OKC, s'ils veulent, ils peuvent se permettre de ne pas les faire jouer, en fait. C'est ça qui est fou. Ils peuvent se permettre de ne pas les faire jouer et de garder un niveau plus que décent. Et de se dire, ok, on va jouer plus petit, on va mettre Caruso et ou Wallace, peut-être même les deux. On a plus d'adresse. Wallace, il met ses tirs à 3 points dans le corner. Caruso, il met suffisamment de 3 points déjà pour être respecté, et il y a quand même des chances qu'ils te punissent un peu plus. Et du coup, tu maintiens, et là, tu te retrouves. Qu'est-ce que tu fais si en face, finalement, d'un coup, maintenant, il y a Jalen Williams, Shea Gilgeous-Alexander, Caruso, Wallace et Hartenstein? Ça devient de plus en plus compliqué. En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours une réponse, mine de rien, de la part d'OKC, où tu peux te permettre de te passer de certains cadres sans complètement descendre en niveau. Et tu parlais du premier rideau, je connaissais pas cette manière de présenter. J'adore le coup de premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Je pense qu'au premier niveau, Nembhard et Naismith,
ils vont avoir un rôle essentiel en fait, parce que eux, ils vont sans doute se coltiner. Alors, je ne sais pas exactement lequel sera sur SGA, lequel sera sur Jalen Williams. J'imagine en tout cas que c'est eux deux qui auront chacun, je sais pas, peut-être ça sera Nembhard sur SGA. J'arrive pas à savoir lequel. En saison régulière, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mis principalement, même si les deux alternaient, ils avaient mis plutôt Nembhard sur SGA et Nesmith sur Jalen Williams. Et eux, pour le coup, va falloir y aller, quoi, parce que si tu veux pas aider dans tous les sens. Mais je pense comme toi qu'ils vont pas avoir le choix, la formule va être de laisser des tireurs ouverts et que ça soit Dort ou Holmgren. Si tu veux pas aider dans tous les sens, tu as intérêt à ce que Nembhard ne prenne pas une sauce complète sur SGA, et pareil pour Nesmith face à Jalen Williams, quoi. Après, c'est aussi le génie de Marc Daigneault. Justement, tu disais, oui, c'est un génie pour mettre les bons joueurs à côté de SGA. Tu vois, tu n'as pas parlé d'Isaiah Joe, mais typiquement, il peut le mettre à une passe. Et si tu le mets à une passe, c'est le mec qui va te sanctionner. Donc, c'est là aussi où on va avoir un affrontement entre deux coachs exceptionnels. Hein. Franchement, Rick Carlisle, moi, je suis vraiment impressionné parce que s'adapter à son époque, après tous les succès qu'il a eu par le passé, avec un style complètement différent, moi, je trouve ça remarquable, vraiment. Ouais, complètement. Et je pense que même si jamais les Pacers ne devaient pas gagner le titre cette année, hein, et encore, je dis pas que ce sera pas le cas, en tout cas, lui, il a gravi des échelons dans la hiérarchie et dans le panthéon des meilleurs coachs all-time, au-delà du nombre de victoires en saison régulière, en play-off. Pouvoir être dans la durée et se réinventer comme ça, et avec des rosters complètement différents, changer son style, c'est vraiment impressionnant. Là, le contraste avec Tom Thibodeau était assez impressionnant, je trouve, de ce côté-là, sur quelqu'un qui peut-être arrive mieux à s'adapter aux choses. Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Fred, quand tu disais que les Pacers allaient devoir choisir, parce que je m'attendais dans la série face à New York, quand on avait fait notre petite preview de la finale de conférence, l'une des choses que j'attendais de voir du côté des Pacers, c'était si les Pacers joueraient beaucoup de zones ou pas contre New York, dans le même ordre d'idée, parce que je m'attendais aussi à ce que New York essaie de proposer plus de jeux postés pour Karl Anthony Towns. Ça n'a pas été le cas, mais aussi en mettant les shooters de New York, en les mettant un petit peu au défi de shooter, parce que c'est une équipe qui peut mettre des tirs à 3 points, mais qui n'est pas forcément spécialiste de ça. Ces playoffs, moi, j'avais jamais vu autant d'équipes jouer de la zone durant des playoffs NBA que cette année. Il y a des équipes qui ont même commencé en zone, ce que j'avais jamais vu de ma vie, vraiment, en NBA. Donc, c'est vraiment une donnée qui est intéressante. Et malgré tout, tu vois les équipes qui sont habitués à jouer en zone et les autres. C'est-à-dire que, par exemple, quand les Wolves l'ont tenté face au Thunder, tu sens qu'ils l'ont tenté parce qu'ils ont vu que Denver avait eu un succès relatif en essayant de faire ça, mais leur zone n'a fonctionné pas du tout, quoi. Tu voyais que les joueurs n'avaient pas les automatismes, il y avait des trous énormes, même parfois après le premier renversement, des choses que tu vois pas normalement à ce niveau-là. Et pour le coup, Indiana, c'est une équipe qui a joué de la zone en saison régulière, qui n'a pas eu besoin du tout de s'en servir face aux Knicks. Donc je suis curieux de voir, en fait, d'une part, si les Pacers vont faire ce que vous avez dit tous les deux, se servir de la zone pour blinder le milieu, réduire le nombre d'opportunités de Shai Gilgeous-Alexander de se créer son shoot à 2 points en mettant au défi effectivement les Chet Holmgren, les Lou Dort de prendre des tirs à 3 points. D'une part, je suis curieux de voir ça, et par ailleurs, je suis curieux de voir maintenant quel est le véritable niveau d'OKC face à la zone, parce que j'ai l'impression aussi que celle de Denver les a fait énormément progresser dans leur manière d'aborder les choses, et je suis pas certain que ça puisse toujours être une arme aussi efficace que ça ne l'a été pour les Nuggets. C'est là où Caruso avait été encore une fois essentiel d'ailleurs au passage sur la zone, pas juste en mettant des 3 points, mais en étant l'espèce de relais au poste haut, qui pose des écrans, qui roule et qui distribue en faisant le bon choix depuis en lui, a été vachement précieux sur la zone, sans peut-être cet aspect de son jeu, tu vois, sans même parler de sans lui, mais juste sans cet aspect de son jeu, c'est peut-être de Denver dont on parle là, tu vois. Et encore, tu vois, j'ai trouvé que là où c'était le plus flagrant pour ce que tu dis de Caruso, c'était face aux Wolves, quoi. Je me rappelle d'un match, première possession, il part du poste bas, boum, il vient demander la balle en plein milieu de la raquette, on lui donne la balle, une passe, un panier. Tu sais, je veux dire, c'est l'endroit où tu veux pas que la balle aille quand tu fais une défense de zone, quoi. Et tu voyais, c'est pas pour blâmer les joueurs, mais tu vois qu'il n'y avait pas les habitudes, quoi. Tu sais, le mec du côté où Caruso est parti, il a pas accompagné, il a pas prévenu. Enfin, c'est là où je dis que et c'est aussi étonnant, en fait, de l'autre côté, c'est marrant pour nous, Européens, je pense, parfois, de voir des joueurs NBA américains avoir autant de mal face à des défenses de zone. Et bien même, tu sens que c'est... Même LeBron en parlait dans le podcast avec Steve Nash
récemment, il disait ouais, le problème de la zone, c'est que ça te force à réfléchir. Et tu sens que quand même dans leur cursus basket, ils en ont tellement peu affronté que dès qu'ils voient zone, t'as l'impression qu'il y a une alarme qui s'allume dans la tête et que c'est attention. Alors que globalement, pour des joueurs européens, de toute façon, t'en as tellement joué que quelque part, c'est pas plus compliqué c'est pas plus compliqué dans ta réflexion d'attaquer une zone qu'une indive en fait. C'est des problématiques qui sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est pas comme si t'avais un nouveau problème que t'avais jamais vu à résoudre quoi. Après, tu vois, sur le côté zone, peut-être que Carlisle va utiliser de la zone justement pour laisser certains endroits du terrain ouverts et d'autres non. Tu vois, parce que tu peux utiliser la zone aussi comme ça. Tu veux pas que le ballon il passe par l'axe, ok, bah tu fais j'ai n'importe quoi, une 1-3-1 très, très, très compacte en fait dans l'axe. Ça va donner des tirs ouverts peut-être dans les corners et c'est peut-être ça que va vouloir concéder Indiana. Mais je pense qu'il y aura forcément un jeu, un duel entre coachs. Il y aura forcément des choses. Alors peut-être que ce sera des zones match-up, peut-être que ce sera une boîte. Je sais pas. Hein, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et je pense que justement, et tu fais bien de le dire, la NBA c'est vraiment ouvert au style européen. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, et je rejoins ce que tu dis, il y a eu énormément de défense de zone, et notamment en début de match, Cleveland qui avait fait ça justement contre Indiana, et ça prouve une ouverture de la NBA. Et d'ailleurs, et j'en ai parlé l'année dernière, mais c'est un peu le succès du jeu de Thomas Isalo, parce que ce que fait les Pacers, c'est typiquement sa philosophie offensive au Paris Basket, et ce que fait OKC, c'est sa philosophie défensive au Paris Basket aussi, avec ses rotations. Donc, quelque part, je suis sûr que ce qu'a fait Thomas Isalo a inspiré notamment en NBA. Et au-delà même des Memphis Grizzlies, il a inspiré tous les coachs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des staffs, il y a de nombreux coachs dans ces staffs-là, et je pense que toutes les inspirations en fait sont bonnes, et il y a vraiment ce côté, je trouve qu'il y a de moins en moins de différence de toute façon entre le basket de l'Euroleague par exemple et la NBA. Enfin, moi je vois de plus en plus de similitudes, il y a juste des règles qui sont encore un peu différentes, et sinon dans les styles de jeu, dans les approches, ça se ressemble de plus en plus, et l'Euroleague s'inspire de plus en plus de la NBA, et l'inverse aussi. Donc moi je trouve que c'est génial, et justement sur ce côté final, le côté tactique va prendre encore plus d'ampleur, je pense, en NBA, et notamment dans ces finales-là. J'attends moi des ajustements de tous les côtés en fait. Ouais, je te rejoins, et surtout tu sais, parfois il y a ce cliché un petit peu des fans de basket européens qui, pour certains, pensent encore que la NBA, c'est que de l'isolation, c'est que du jeu de 1 contre 1. Moi, je trouve le jeu, il n'a jamais été aussi riche. Alors, on parle du haut niveau, hein, on ne parle pas des Charlotte Hornets au mois d'octobre, hein, on est bien d'accord. Mais parmi les meilleures équipes, moi je suis bluffé quand même par le niveau de complexité des choses qui sont proposées, notamment en défense. Et vraiment la zone, le nombre d'équipes maintenant qu'on voit faire des zones combinées où il y a des principes de zone, et puis à l'opposé c'est de la match-up ou c'est de l'indiv, ou alors c'est tel type de situation, quand c'est tel joueur qui sont sur le terrain, il y a un changement, boum, il s'adapte tout de suite. Je pense qu'on mésestime le degré de compréhension fine que les joueurs actuels doivent avoir de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et parmi les meilleures équipes, en fait, ce sont vraiment celles qui arrivent à saisir toutes ces choses-là. Et je pense que on se rend pas compte vraiment du degré de précision. Tu vois, par exemple, c'est simple, un exemple à la con, mais les Knicks sur le début de la série face aux Pacers, ils défendaient de la même manière sur TJ McConnell que sur n'importe quel autre porteur de balle. Il aura fallu peut-être 2 matchs, mais après, McConnell, il passait systématiquement sous les écrans, tu vois. C'est-à-dire que les 5 joueurs doivent capter que quand c'est ce joueur-là qui a la balle, ta couverture, ça va pas du tout être la même que quand c'est Tyrese Haliburton, et que si Tyrese Haliburton fait la passe à Nesmith, alors là c'est pas le bon exemple, parce que les Knicks n'étaient pas trop bien adaptés, le match il a pris feu, mais tu dois t'adapter en permanence. Et là je te rejoins, Fred, sur le niveau de complexité et de richesse du jeu. Je pense qu'il a jamais été aussi élevé en fait en NBA sur les aspects stratégiques. Ouais, ça et même sur les couvertures. Vas-y. Très rapidement, les couvertures, des fois, le même joueur a 3-4 couvertures différentes pendant le match. Et ça, c'est un truc qui ne se voyait pas en NBA avant. Donc, effectivement, c'est un niveau de compréhension et de complexité qui est exceptionnel. Vas-y, Antoine. Non, mais c'était vraiment un détail. J'allais dire, en fait, le jeu, il n'a jamais été aussi global de toute façon.
C'est à l'image de notre société, quoi. Et tu as accès à tout plus vite, à tout un peu partout. Il y a plus d'ouverture et ça rejoint. Et d'ailleurs, Rick Carlisle, on a beaucoup parlé de Carlisle. Carlisle, c'est un coach qui a beaucoup d'affection aussi pour le basket européen et beaucoup d'inspiration du basket européen. Ouais, juste, je renfonce le clou là, parce que c'est vrai que quand t'entends des anciens joueurs qui disent ouais, à mon époque, machin, il aurait pas mis un pied dans la raquette ou nous ça jouait plus dur et tout, mais j'ai envie de leur dire, mais vas-y, va défendre. Ok, tu prends Charles Oakley et maintenant tu dois défendre dans le même match, tu vas défendre sur Stephen Curry, mais tu vas défendre aussi, tu vas devoir sortir sur les pick and roll sur je sais pas quel joueur. Il y a aussi ces aspects-là. Enfin, moi j'ai aimé toutes les époques du jeu. Il y a tout le temps des moments de creux. Il y a des débuts des années 2000, c'était assez pauvre, honnêtement. L'après Jordan direct a été un peu pauvre, et puis après c'est reparti vers du jeu des Kings ou du jeu des Suns. C'est en permanente évolution, et je continue de croire, mais enfin j'imagine c'est pareil pour vous. En fait, les grands joueurs, ils auraient pu jouer n'importe quelle époque. En fait, c'est simplement, tu peux pas imaginer quand tu parles de comparer les époques, tu peux pas dire tel joueur, on va le faire venir des années 60, le faire jouer en 2025 et se dire son jeu c'est comme celui des années 60. En fait, c'est absurde. Il faut que tu remettes tout ça en contexte. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de raisons de se passionner pour le jeu actuel. Et comme tu en parlais tout à l'heure, Fred, sur les tirs à 3 points, moi j'ai pas de problème avec les tirs à 3 points en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont ils sont générés. Et là où je pense que Boston s'est fourvoyé dans cette série de playoffs, en tout cas, c'est en pensant en continuant de faire la même chose, les résultats changeraient en fait. Ils sont un petit peu entêtés là-dedans, mais c'est pas le nombre de tirs à 3 points en soi qui me pose problème. C'est vraiment ce que tu disais, choisir le bon tir et savoir pourquoi on choisit le bon tir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sautent aux yeux? On peut parler, si on regardait les stats un petit peu avec Antoine avant de commencer le podcast. C'est assez marrant de voir que sur ces playoffs, en tout cas, les Pacers et le Thunder sont les deux équipes qui défendent le mieux en transition, donc qui freinent le plus le jeu de relance de l'adversaire, et en même temps, c'est deux des équipes dont finalement le rendement offensif dépend autant du jeu de transition, c'est-à-dire que leur défense nourrit leur attaque sur du jeu de relance. On a vu que le Thunder, notamment les moments où ils étaient un peu acculés, c'est en redoublant d'intensité défensive qu'ils ont pu générer du jeu rapide et reprendre l'ascendant en allant marquer des paniers. Donc là aussi, il y a peut-être un élément à regarder qui va être intéressant d'un point de vue aussi stratégique, en fait, de voir comment les deux équipes abordent tout ça. Ouais, c'est ça. Indiana, c'est une équipe qui défend tout terrain tout le temps, hein, quasiment. Sur panier encaissé, ils sont toujours tout terrain. Après, sur la transition, on parle de ce qui se passe quand il y a un tir raté et un ballon perdu. Donc là, c'est tout ce qui concerne le repli défensif. Vu que c'est deux équipes qui sont performantes dans ces playoffs, c'est sûr que s'il y en a une des deux qui parvient, on en revient à ce qu'on dit tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le côté, est-ce que OKC va réussir à provoquer plus de pertes de balles, parce que Indiana ne perd pas beaucoup de ballons dans ses playoffs, donc si OKC parvient à leur faire perdre ne serait-ce que 2 ou 3% de plus qu'habituellement dans ces playoffs, ça peut jouer. De toute façon, on parle d'une finale, hein. C'est des micro-détails qui vont faire des très grandes différences. Donc, forcément, ces micro-avantages-là vont avoir une incidence forcément dans ce qui va se passer. C'est aussi à se demander, c'est là que tu te rends compte que les forces, j'en remets une couche un peu là-dessus, mais tu as pas mal de forces des Pacers qui se retrouvent confrontés à des forces du Thunder dans cette série. Et du coup, ça rend pas, et ça rend le truc intéressant, parce que c'est comme tu as dit, c'est quelle équipe va prendre l'avantage sur l'un de ses points forts, paradoxalement, laquelle va le mieux s'en sortir entre les deux, et tout peut derrière snowball à partir de là, quoi. Et peut-être qu'on va, tu vois, finalement, le côté, tu sais, qu'on ressort assez souvent, ça reste un sport d'adresse, et finalement, c'est un mec or miss league. Finalement, c'est peut-être ça la finale. C'est l'équipe qui va mettre le plus de tirs versus l'équipe qui a mis le moins de tirs, parce que sur tous les autres aspects, ça va s'annihiler en fait. Donc ça va peut-être se jouer basiquement sur la réussite au tir, sur le shot making. Alors justement, on parle de sur quoi ça va se jouer. On est obligé de faire un petit peu le jeu des pronostics. Quel est votre sentiment quand même sur cette finale? Fred, t'en penses quoi, toi? Vas-y, Fred. Moi, je pense que ça va aller en 6 matchs. Je vois pas la série aller moins que 6 matchs. Enfin, je vois pas la série se finir en 4-1, en 4-0.
Je vois pas Moi, personnellement, j'arrive pas à le voir comme ça. Je pense que évidemment, OKC est favori, mais je pense que les Pacers vont prendre au moins 2 matchs. Pour moi, il y aura une opposition, enfin, il y aura une vraie opposition, justement. Je pense que ça va être une belle série. Moi, je peux voir un scénario en 5 matchs. Si par exemple Indiana rate un coche, genre un match clé où tu finis par perdre, je serais sur 4-1 ou 4-2 pour OKC. Je vois pas 7 matchs. Par contre, je pense qu'il y a quand même trop d'écart entre les deux équipes. Mais je serais pas, voilà, pour te rejoindre, je serais pas choqué s'il y en a 6. Je serais pas choqué non plus, mais ça voudrait dire qu'Indiana prend quand même l'un des 2 premiers. Ouais, genre, voilà, je vais même détailler mon prono. Je serais capable de voir 2-0 à OKC, Indiana qui prend le game 3. Et là, pour que ça aille en 6, le game 4 serait ultra important. Mais même s'il y avait 2-2, je pense qu'OKC finirait par gagner les 2 derniers. J'ai été super précis comme pronostic. mais je pense qu'on aura des belles finales, en fait. Je pense qu'on aura des belles finales en termes de basket. Je sais qu'en termes de marketing, de potentiel, etc., sur purement de produits, c'est pas la plus excitante des finales. Ce que je peux comprendre à l'échelle d'un public plus large, je peux comprendre pour un public plus large se passionne pas particulièrement pour OKC Indiana, mais je pense vraiment que ça va être des finales très intéressantes pour ce qu'on va voir en termes de basket et pour ce que ça représente pour la suite en fait de la NBA dans les années proches à venir. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, Antoine. Pour le pronostic, moi, je serais quand même très tenté de dire une finale en 5 manches pour OKC. Finalement, le plus gros atout que je donnerais aux Pacers, c'est qu'ils ont un cœur énorme. Vraiment, ils ont un cœur énorme. Et donc, même avec de l'avance, OKC va devoir jouer jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, les Pacers ont montré qu'ils étaient capables de renverser des situations qui semblaient perdues. Donc c'est vraiment l'atout principal de cette équipe. J'ai l'impression que pour le reste, c'est ce qu'on disait un petit peu, le Thunder peut faire tout ce que fait les Pacers, c'est le faire mieux. Et j'aurais tendance à dire qu'ils peuvent même faire plus de choses. C'est-à-dire que sur le rythme, au bout du compte, même si les Pacers arrivent à couper ton jeu de relance, t'es obligé à jouer demi-terrain. Je pense qu'OKC peut le faire très très bien et voilà, ils sont sortis les Pacers d'une série où en face il y avait un joueur en Jalen Brunson qui est très très fort dans se créer son tir sur demi-terrain même quand il n'y a rien qui est offert. Sauf que là, c'est le MVP en face, quoi. Et je pense que tout ce que Shai, c'est un petit peu l'assurance ultime si tu te retrouves dans ce type de situation. Donc, je pense quand même qu'il y a un avantage certain pour OKC. Mais comme vous, par contre, je pense que la série pourrait ne pas être très longue et être passionnante malgré tout parce qu'il va se passer plein de trucs. Et j'entendais Zach Lowe dire ça au sujet de Rick Carlisle et je trouve ça hyper intéressant. Il disait, après une série de Rick Carlisle, j'ai jamais le sentiment qu'il y a un des aspects des trucs au travers duquel il est passé ou qu'il n'a pas tenté de tirer telle ficelle. Et donc, je pense que des ajustements, il y en aura plein. C'est une série qui va être pleine. Marc Daigneault t'en parlait tout à l'heure. Fred, c'est un coach très cérébral, lui aussi, qui est beaucoup dans... Enfin, voilà, qui va essayer tout un tas de choses. Donc, je pense que ça sera une finale passionnante. Et comme vous, moi, je m'en fous un peu des gros marchés, petits marchés. C'est les deux équipes, ces deux équipes qui ont vraiment dominé leur conférence, chacune à leur manière, avec les circonstances qui étaient les leurs. Et je pense que ça peut être vraiment une finale hyper plaisante. Moi, je vais jouer la grosse cote, du coup. Je joue les Pacers en 6. C'est la cote de Shai, ça. Il y aura Shai et Fred qui vont tenter cette cote-là. Il y a un beau pactole à aller chercher. Ça, c'est clair. Visiblement, il y a des gens qui avaient quand même mis OKC Indiana en finale NBA. Et chapeau. Bon. Il en faut toujours, hein, tu sais. Ouais, il en a forcément toujours. T'embauches pas le pactole, hein, si tu joues les grosses cotes. Pas les petites cotes, justement. C'est vrai. Ouais. Shai avait mis Grizzlies Pacers, mais finalement, ça n'a pas été ça pour la finale NBA. Bref, tout ça commence dans la nuit de jeudi. Pour avoir un premier élément de réponse, moi je continue de penser que le premier match sera vraiment extrêmement important c'est peut-être un cliché, mais en tout cas, il peut avoir une importance particulière. Fred, merci encore d'avoir été avec nous pour ce podcast. C'était un plaisir, comme toujours, de t'avoir avec nous. Voilà, vous n'en avez pas fini avec Fred, il reviendra, ça on peut vous le garantir. D'ici là, on se retrouve pour les CQFR, comme vous savez, tous les matins. Shai devrait refaire des apparitions
émission très prochainement. Donc voilà, tout se passe pour le mieux. Profitez, c'est ce qu'on a attendu toute la saison, les finales NBA. Nous, on va pas bouder notre plaisir. Passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Game is out there, and it's either play or get played.